Bah ouais, j'espère que le son ici il est revenu. C'était pour pouvoir conclure ma, mon petit live sur l'école militaire spéciale de Saint-Cy. Je sais pas, ça c'est, j'ai dû l'interrompre parce que beaucoup posaient des problèmes de son. Beaucoup posaient des problèmes de son, c'est pour ça que j'ai arrêté le live. C'est pour ça que je l'ai arrêté et puis je, je l'ai relancé pour pouvoir conclure. Pour pouvoir conclure. Donc voilà. Bon, ouais, j'ai perdu à peu près 60, plus de 90% de personnes qui étaient en ligne à cause de cet exercice-là. Bon, que dire de plus? Vraiment, mes chers amis, ok, n'accepte plus les demandes de vidéos, ça foire le son. Ok, merci beaucoup, Coco. Donc, oui, mes chers amis, quand vous voyez un militaire camerounais dans la rue, au pays, qui vous dit qu'il vient de telle école, de Saint-Cy, il vient de l'ENIA, il vient de euh, comment, 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 voilà, il vient de la marine, il vient de l'armée de l'air, il vient de ceci. Acceptez-le comme ça. Acceptez-le comme ça. Il est parmi les siens. Il a été formé pour être dans cet environnement-là. Et non pas formé pour être parmi les meilleurs. Il n'a pas été formé pour être parmi les meilleurs. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de dérives sur le terrain, venant principalement de tous ceux qui vont se dire qu'ils sortent de ces écoles-là, principalement des écoles qui paraissent bling-bling, comme l'école, comme Saint-Cy. Je suis Syrah, je suis de Saint-Cy. Il y a beaucoup de bavures sur le terrain parce que, justement, la formation, c'est une formation... les Français savent qu'ils ne les forment pas pour les utiliser dans leurs unités militaires. C'est une formation au rabais, principalement sur le plan militaire. Principalement sur le plan militaire. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le terrain, vous êtes en manœuvre, le temps de manœuvre d'un Africain n'est pas... Le temps de manœuvre qu'on accorde à un Africain n'est pas le même temps de manœuvre qu'on va accorder à un Français. C'est-à-dire que quand on va faire les exercices, le débriefing, l'appréciation et tout, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Quand vous allez sur le terrain, vous parlez maintenant de, voilà, en montant, on parlait de la MIT, aujourd'hui, il parle de la MEDO. Vous avez des unités, vous avez des hommes, vous allez passer, on vous confie une mission militaire que vous exécutez, et à la fin, il y a du débriefing. Je dis, le temps de manœuvre, si le temps de manœuvre du français, c'est 30 minutes, le temps de manœuvre de l'Africain serait au meilleur des cas de 15 minutes. Bon, par formalité, on continue. On va lui donner, c'est une note à l'africaine. Voilà, c'est pour l'Afrique. C'est pour l'Afrique. Très peu, malheureusement, quand ils sortent de là, ils arrivent au Cameroun avec cette formation au rabais là, ils deviennent des dieux. Ils sont des dieux. Juste parce qu'on va dire qu'ils sortent de Saint-Cy, c'est suffisant pour mettre tout le monde d'accord. Et les premiers postes d'affectation, c'est les centres de formation. Vous allez les voir au CI, ce qu'ils appellent les CI, centres d'instruction, pour restituer certaines formations qu'eux-mêmes n'ont pas. Tu ne comprends pas la MIT, tu ne comprends pas la MEDO, mais tu rentres au Cameroun, c'est à toi de transmettre ça aux autres. Du coup, qu'est-ce que tu prends? Tu prends tes livres tes trucs de Kwetkedan, tu les récites. Tu les récites. Sur lesquels, sur le terrain, je dis bien encore, j'étais là, j'ai vu comment on formait, je suis passé par là, j'ai manœuvré aussi. J'ai manœuvré. J'ai compris les difficultés de la manœuvre. Et quand je vois quelqu'un qui excelle dans la manœuvre militaire, j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne-là, parce que ce n'est pas un exercice facile. Regardez comment est-ce que nous sommes embourbés depuis
un peu plus de 5 ans, au nord-ouest, au sud-ouest. Quels sont les leaders militaires sur le terrain? Quels sont les leaders militaires sur le terrain? C'est ceux qui sortent de Saint-Cyr. Rappelez-vous de Nyangono, celui qui a dit qu'il avait rasé tout le village là. Il est de la promotion 2006. Celui qui avait rasé Ngabo, je crois. Il est sorti de Saint-Cyr en 2006. Quand vous voyez des excès, c'est parce que les gens ont offert au maximum le meilleur d'eux, mais ça donne ces résultats médiocres là. Donc, en anglais ou bien en informatique, on va te dire que garbage in, garbage out. Si tu prends du mauvais, tu mets dans un système, quel que soit le degré de filtre de ce système-là, il n'en fera jamais rien de bon à la sortie. Voilà donc le drame de nos pays. C'est qu'on nous donne, on affabule, on donne le qualificatif d'expert à des personnes qui n'en méritent pas, qui n'en ont même pas, qui n'ont aucune qualité d'expert. Et c'est donc tout ça, je vous dis, tous ceux qui sortent de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, moi compris en tant qu'ancien de l'école militaire interne de ces écoles-là, en termes de manœuvre militaire, vous n'y êtes pas du tout. Vous n'y êtes pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, j'ai vu que Mbala Proté va aller faire infanterie. C'est une bonne chose. Là-bas, on va approfondir les rudiments de la manœuvre militaire qu'il a eu à Saint-Cyr. Mais très souvent, quand nos camarades vont à Saint-Cyr, ils sortent de quoi? Ils partent faire quoi comme spécialité? Commissariat. Le commissariat, c'est pour les gens qui vont... c'est eux qui traitent les salaires. Ils vont aller faire matériel. Le matériel, c'est justement, toujours on est dans l'esprit du gombo, que je vais être dans la commission qui va aller acheter les armes pour le pays. Donc, il faudra que j'aille me former pour le matériel. Et qu'est-ce que j'ai encore vu comme spécialité là-bas? Service des essences. Vous voyez tous, avec les bidons là, le gongon, pour aller, quand vous passez au quartier général, là, vous voyez tous ces taxis qui sont alignés. Ceux qui gèrent ces essences-là, c'est ceux qui sont sortis de Saint-Cyr, service des essences. Les trucs qui ne sont pas faits. Vous n'allez pas voir un Français dans cette spécialité-là. Jamais, jamais. Il n'y a que les Africains qui vont le faire. Il n'y a que les Africains qui vont faire ce genre de spécialité. Bon, bref. Ce qui touche même au cœur du métier des armes, c'est-à-dire que l'infanterie, la cavalerie, les transmissions, tout ça, il y a très peu de personnes qui partent le faire. Ben, mais dès qu'il revient au Cameroun, bah ouais, c'est un Saint-Cyrien. C'est un Saint-Cyrien. Moi, je sors de Saint-Cyr. Je suis, hé, Bazar, tu te crois où là? Viens ici. Voilà. C'est comme ça qu'il se comporte. Bon, bref. Oui, Cyprien, l'architecte, c'est, voilà, en un mot, c'est ça. Donc, l'idée n'est pas de former des Africains dans l'attitude parce que, eux-mêmes, ils le disent, hein, une âme française ne peut pas se retourner contre la France. Tout est fait quand c'est que, même dans les armements, quand l'arme est faite par le pays, par la France, ils connaissent comment ils font pour pouvoir désactiver ces armes-là, ce qui fait que s'ils sont sur le terrain, en face de toi avec ces armes-là, ils auront toujours le dessus. Aucune arme française ne peut se retourner contre la France. C'est aussi, quand on sort, on est formé de ces écoles-là, on est potentiellement une arme française qui, un jour, peut se retrouver sur le terrain en train de combattre contre la France. Exemple, en 2010, en Côte d'Ivoire, avec Gbagbo, ceux qui étaient les pro-Gbagbo, certains sont sortis de Saint-Cyr. Mais la France les a formés de telle sorte que, face à elle, ils sont inopérants. Inopérants. Aucune arme française, c'est une doctrine de concession d'armes en France. Aucune arme française ne peut se retourner contre la France, ne peut faire du mal à la France. Voilà ce qu'on fait au point de vue, je dis, même matériel, humain. C'est la même doctrine d'emploi, la même doctrine de fonctionnement qui est utilisée partout. Voilà pourquoi est-ce que
tous nos généraux, tous nos... Voilà, je j'ai pas beaucoup d'admiration pour ces personnes-là. Toutes ces personnes, ils ne représentent rien du tout en termes de bagage académique, intellectuel ou bien militaire, rien du tout. Rien du tout. Ils sont formés au rabais, parce que la France veut qu'ils soient formés au rabais. Et comme ils sont déjà formés au rabais, malheureusement, c'est eux qui sont encore les meilleurs au pays. On les prend, on les met là. Celui qui a tué, comme je disais tout à l'heure, celui qui a tué Ernest Mwangi, c'est un ancien de Saint-Cyr. Voilà où il est fort. Là où il y a des massacres sur le terrain, ce sont les anciens de Saint-Cyr. Voilà les médiocres qui conforment pour aller à soit une certaine domination. Comme ils n'ont pas autre chose à offrir que la violence, c'est ça que dès qu'on veut parler avec eux, c'est la violence. C'est toujours en termes de rapport de force. Toujours en termes de rapport de force. Dans le traitement humain, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucune considération humaine de l'humain vis-à-vis de l'interaction sur le théâtre d'opération. Ça ne se fait pas. Ils n'en ont pas été formés pour. Donc, ceux que ça impressionne, et qui continuent à être impressionnés, moi, je vous dis, je vous parle en toute franchise, si je voulais être pédant, j'allais aussi me mettre dans le bain, venir vous montrer comment je suis fort, comment j'ai conçu des plans de guerre, comment je suis diplômé de ces écoles-là, comment. Mais je connais la réalité de ces écoles. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout derrière. Et bon, cela soit dit aussi en passant pour montrer au niveau traitement ce que cela représente aussi. De toutes les écoles de formation initiale d'officiers en France, l'école qui vous offre le meilleur traitement pécunier, c'est l'école de Saint-Cyr. Quand vous arrivez là-bas, vous avez quoi comme bourse? Bon, ça peut être actualisé. À mon époque, on nous donnait 700 € tous les mois. 700 €. Ça peut être banal, ça peut être petit, ça peut être... Beaucoup de personnes vont mépriser cela. Mais quand vous allez à l'école de l'air, vous êtes à 300 € le mois. Vous allez dans les autres écoles, c'est 300 €. Quand moi je faisais ma formation initiale de sous-officier, il n'y avait pas encore l'euro, on nous payait en francs français. On nous payait 15 francs par jour. 15 francs, c'est combien? C'est 1500 francs CFA par jour. Donc tous les mois, on avait une moyenne de 450 francs comme traitement salarial. 450 francs aujourd'hui, je ne sais pas combien ça donne en euros. 450 francs en euros, je ne sais pas. 45 000 francs CFA en euros, c'est combien? Enfin, en tout cas, c'est moins de 100 €. Donc, quand vous sortez de là, non, Sankara dit que les 700 €, c'est pour les Africains. Voilà la bourse des Africains. Okay? Le Français, il est déjà dans les 2200 € là. Sa carrière commence, il est déjà dans les 2200 €. Mais les Africains, ils sont à 700 € tous les mois. Vas-y, bon, je t'en train de dire, j'ai fait ma formation initiale de sous-officier. On nous payait moins de 100 €, c'est bien ça, oui, 100 € c'est 65 000 francs CFA. 45 000 c'est quoi, dans les 75 € peut-être. Voilà, 70 €. Voilà ce que moi j'ai eu à gagner comme revenu. Ça, c'était l'école de l'armée de l'air. Voilà, c'est pour les lambda là, vous ne représentez rien. Ça n'intéresse personne, n'importe qui peut aller, parce que dans les armées africaines, l'armée de l'air n'a aucun moyen. Il n'y a qu'au Ghana où quelqu'un de l'armée de l'air a pu faire un coup d'État, perd son âme, Jerry Rawlings. L'armée de l'air ne représente rien. La marine, c'est marginal. Donc, quand vous allez dans ces écoles-là, vous n'êtes même pas considéré. Vous n'êtes rien du tout. J'étais à 70 € par mois pendant à peu près 18 mois. 78 €. 70 €. Donc, c'est ça. Il fallait, fallait vivre, il fallait préparer son retour au pays, il fallait aider de temps en temps, envoyer un peu quelque chose aux gens au pays. C'était dans les 70 € par mois.
Hmm? C'est voilà. Donc, j'ai dit Coco Van, c'est 700 euros. Bon, 700 euros, vous êtes logé, vous êtes nourri, vous êtes sur le camp, vous êtes bon. Les 700 euros là, de temps en temps, vous allez payer vos tickets, vous allez sortir de ça, vous allez sortir l'argent dessus. C'est pour, en fait, c'est pour votre alimentation. Donc, vous allez payer des tickets resto de temps en temps pour, hmm, c'est pour votre alimentation. C'est là donc vous partez taper. Donc, ce qui fait que quoi? Tous les Africains, ils ont les réchauds dans leur chambre. Allez le voir, même Bala Proté là, il a le réchaud dans sa chambre. Faut économiser un peu dessus pour pouvoir rentrer au pays. Hein? Ce sont nos réalités africaines. On vit là-bas, on est marginalisé. Les, nos amis antillais, leur plus grande hantise, c'était d'être assimilés aux Africains. Voilà, ils sont tous noirs. Ce qui fait que quand les Blancs disent les Noirs, ils se sentent concernés. C'est pour ça qu'ils ont sorti des termes comme les crocos ici. Quand on dit croco, c'est africain. Donc, les Antillais faisaient tout pour éviter d'être confondus aux Africains. Parce que voilà, je dis, c'est le système D, quoi. Donc, les gens, les week-ends, ils sont tout le temps à la base, ils n'ont pas où aller, ils n'ont pas les moyens, ils économisent pour le pays, ils font la cuisine dans leur chambre. Bon, c'est pas rien de valorisant, rien du tout, rien du tout. Mais quand ils rentrent au pays, celui le Dieu, celui le plus grand, celui le plus fort. Bon, c'est les petites anecdotes de cette école-là. C'est pour dire, ne vous laissez pas impressionner. Prenez les choses telles qu'elles sont, dans les dimensions qu'elles méritent et les proportions qui les conviennent. Il n'y a rien derrière ces écoles-là, absolument rien du tout. 700 euros en 2021 ne paye pas mon loyer. Bah ouais, je dis... c'est... Non, c'est pour ça que tous ceux qui sont dans ces écoles-là, ils ne peuvent pas arriver en France et draguer une fille. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et ils attendent le billet gratuit. Tous les 2 ans, ils ont un billet. On a un billet pour aller au pays. Oui, c'est là où tu peux retrouver ta copine. Voilà, c'est les gens qui fantasment sur Saint-Cyr. Tu te rattrapes, tu peux prendre, tu es le plus fort, le plus beau, tu arraches toutes les filles autour de toi parce qu'on sait que l'armée, c'est toi en fait. Voilà, tu sors quand même d'ici. C'est ça. Ce sont nos réalités. Parce qu'on évolue dans 700 euros par mois. Et tenez-vous tranquille, ça fait des jaloux. Parce que je dis, nos camarades de l'école de l'air, ils sont à 300 euros tous les mois. Nos camarades de la marine, dans la même chose, dans les mêmes proportions, 300 euros, 200 000 francs CFA par mois. Mais toi, tu es assis, tu as 700 euros. Il ne peut pas se comparer à toi. Ah oui, bonjour Christine. C'est ça, c'est ça. Donc voilà à peu près, voilà nos réalités d'ici. Voilà nos réalités d'ici. C'est pas quelque chose de... Il n'y a rien de glorieux derrière, absolument rien, absolument rien. Donc, si vous voyez ce fameux ambassadeur Ekoumou, vous lui dites que Patrice Gassam a dit qu'il c'est un menteur. Eric Kouachou est un menteur pour avoir véhiculé la mauvaise information au pays. Celui qui a fait tous les reportages de Canal 2 qu'on a vu à l'ambassade là, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs, des menteurs. Bala Proté, il est major des crocos. C'est un ballot. C'est un major des ballots. Il a fait... voilà. On va s'arrêter là-dessus. Donc, voilà, je ne vois pas... Il n'y a pas de questions particulières pour moi à répondre ici. Oui, Capua Grillé, comment tu viens à la fin comme ça là? J'ai fini de parler. J'ai dit que les gens viennent nous mentir que un certain Bala Proté est sorti major de Saint-Cyr. J'ai expliqué ici aux gens comment est-ce que c'est faux et pourquoi est-ce que c'est faux. L'idée ici derrière, c'est pour pouvoir justifier pourquoi est-ce qu'un Bala Proté serait nommé chef d'état-major des armées demain. C'est parce qu'il était le meilleur. L'idée ici, c'est pouvoir justifier le fait que, voilà, c'est essentiellement ça la propagande la propagande, je veux pas dire, c'est pouvoir nous justifier pourquoi est-ce que, quand on regarde
le président de la République, le, son chef d'état-major particulier, son conseiller spécial, son ministre de la Défense, son chef d'état-major des armées, son commandant des billes, ses principaux chefs militaires, ils sont tous de la même région. C'est qu'on va vous dire que voilà, vous allez dire, on les a envoyés sortir d'ici, ils sont des majors, c'est les meilleurs que nous envoyons là-bas. Personne ne viendra nous expliquer pourquoi est-ce que depuis 1982, il n'y a aucun nordiste qui soit passé dans cette école-là. Aucun. Aucun. 4 étudiants sur 5 de la même région. Voilà donc pourquoi est-ce que, comme nous sommes en plein débat sur le tribalisme d'État, on peut nous brandir Mbala Protect comme étant la mascotte. Pour venir enfin justifier cette réalité-là qui croit qu'il nous échappe. Et pourtant, j'ai le privilège, j'ai l'honneur et le privilège d'être parmi vous, peuple résistant, et ce qui fait que dans ce domaine-là, sur quelques sujets que ce soit concernant l'armée camerounaise, vous venez me voir, je vais vous donner la réalité sur le terrain, la réalité des forces, sans excès et sans minoration non plus. Il y a un sardinat qui m'a appelé, c'était quand? Il y a, je crois, cela quelques semaines, où il m'expliquait qu'il n'y a pas de guerre au Cameroun, que au nord-ouest, au sud-ouest, c'est une opération de maintien de la paix. Que si il y avait effectivement de la guerre, l'aviation camerounaise aurait déjà rasé tout le coin. J'ai dit, ben, mon cher ami, l'aviation camerounaise n'a pas d'avion. S'ils avaient, ils l'auraient utilisé. Le Cameroun est sur le front de guerre avec tous les moyens qu'il dispose. Tous les moyens. En hommes, en matériel et tout ce que vous pouvez considérer. Ce que vous voyez là, il n'y a pas de réserve derrière. S'ils avaient des avions, s'ils avaient un avion de combat là, ils auraient déjà bombardé. Vous avez vu qu'ils ont bombardé. Que ce soit, même si on dit que voilà, ils ne veulent pas bombarder le nord-ouest ou le sud-ouest. Dans la région de Boko Haram, ils ne bombardent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'intention. C'est parce qu'ils sont limités. Ils sont limités matériellement. Ils n'ont aucun avion de combat en mesure de combattre. Aucun. On a des forces même parachutistes là aujourd'hui, là, qu'on dit à Koutaba, la force d'élite. Pour les larguer, ça prend un avion. Ça fait à peu près 2 ans que le C-130 qu'ils utilisaient pour le transport des troupes est au sol. Donc aujourd'hui, pour projeter même les parachutistes, ils n'en ont pas les moyens. Ils n'en ont pas les moyens. Ce qui fait que, voilà, tout ce qu'ils peuvent utiliser comme propagande, ils l'utilisent. Et on utilise Mbala Protect malgré lui dans cet esprit de propagande-là. Il n'y a rien derrière. Il n'y a absolument rien derrière. Quand vous allez au nord-ouest, au sud-ouest, vous voyez, une fois qu'on déploie sur le terrain ce qu'on appelle les troupes d'élite, qui ne sont pas forcément des forces spéciales, hein. Dès que vous voyez les troupes d'élite sur un terrain, ce n'est que sur un champ de guerre. On a des troupes d'élite au Cameroun aujourd'hui, c'est le BI. Le BI est sur le terrain, combat avec tous ses moyens, au nord-ouest et au sud-ouest. Le BI combat avec tous ses moyens. Boko Haram, le BI a combattu avec tous ses moyens à Bakassi. Mais ça fait 5 ans que ça dure. C'est pour dire que cette armée n'a que ce qu'elle mérite. Ses dirigeants, ses leaders qu'on choisit au rabais, c'est pour ça que le rendement sur le terrain ne peut être que médiocre. Le rendement, il est à la mesure, il est à la hauteur je dis que le fruit est à la hauteur de l'arbre qui a été planté. Vous savez que quand on sélectionne des gens qui sont médiocres, des gens que c'est juste après le bac, même à Saint-Cyr, j'en ai vu des bacs tchadiens. Il échoue le bac au Cameroun, mais il est admis à Saint-Cyr. Il est admis à Saint-Cyr. Et puis après, on vient nous dire que, oh, voilà, on célèbre en grande pompe.
fait le défilé, revue de troupes, ça passe à la CATV, ça passe sur Canal 2, ça fait la une de tous l'actualité sur Facebook. Qu'un Camerounais sorti major à Saint-Cyr, mais pardon. allez raconter ça à d'autres personnes. C'est pas sur toi, moi. Je ne mange pas de ce pain-là. Je ne mange pas de ce pain. Donc, si il y avait du mérite au Cameroun, ça se saurait. Et ça se saurait. Ça se saurait dans la manière qu'on prépare, on planifie les opérations, la manière dont on les prépare, la manière qu'on les conduit, la manière qu'on les conclut. Regardez aujourd'hui au Cameroun, dès que vous parlez, même celui-là de Saint-Cyr, il a la gâchette facile. C'est une gifle, c'est une claque, c'est la lame, c'est une lame qui va. Il se comporte dans son entièreté, avec les moyens qu'il a, qui sont très loin du mérite. Bon, bref. J'ai déjà soif, je commence à perdre de la voix. Je n'ai pas de questions, je suis en train de, voilà. Il n'y a pas de questions, Je crois que j'ai fait le tour, hein. Il n'y a pas, je n'ai pas laissé autre chose. Donc je vous dis encore que l'armée camerounaise est à l'image de toute l'administration camerounaise. C'est une armée qui a sa tête, qui est dirigée par une tribu, qui est la tribu du président de la République du Cameroun. Voilà une réalité. Autant ils viendront vous dire que moi qui suis de la base, je suis Bamileke, je ne conviens pas. Ils vont vous dire qu'Emmanuel Kenta est Bamileke, ils vont vous citer tous les Bamileke qui sont dans la base. C'est irréfutable. La réalité du commandement militaire camerounais est basée sur la tribu de celui qui occupe la tête de ce pays-là. C'est un commandement, pour ne pas masquer les mots, c'est un commandement bêtise. Et les méthodes d'action, les méthodes d'opération, quand vous voyez, nous sommes tous Camerounais, hein, chacun connaît à peu près comment chaque tribu a l'air de fonctionner, l'air voilà, comment est-ce qu'ils arrivent à établir certains rapports de force. Quand vous voyez l'homme de cette ère géographique au Cameroun, c'est quelqu'un qui est porté, ce sont des gens qui sont portés vers la brutalité. C'est que les trucs qu'ils connaissent, c'est la force. Tu t'amuses, je sors la machette. Nous avons vu ici sur Facebook, des gens de cette ère ont sorti la machette pour dire qu'ils vont découper. Nous avons vu à Sambelima, ils ont sorti la machette. C'est les mêmes comportements qui se transposent dans l'armée. Ce qui finit maintenant par déteindre sur toute l'armée, une fois qu'on intègre ce corps, parce qu'on est son centre de gravité est fortement ancré dans une certaine région. Toutes les méthodes, toutes les manières de voir, toute la perception de l'armée est maintenant régie par ce centre de gravité-là. C'est pour ça qu'au Cameroun, on a l'impression que l'armée est violente. C'est pour ça qu'au Cameroun, on a l'impression que l'armée n'est pas là pour protéger le pays. C'est pour ça qu'au Cameroun, on a l'impression que l'armée est là pour défendre un individu. Voilà, c'est justement à cause de ce genre de réflexes tribaux, des réflexes villageois, que nous arrivons à ce genre de perception-là. Moi, je veux dire, je suis quoi? C'est un terme qui a été galvaudé par ceux qui se disent patriotes aujourd'hui au Cameroun. Moi, je suis dans mon esprit essentiellement républicain et tourné vers le mérite. Essentiellement. Si tous ceux qui partaient à Saint-Cyr étaient des méritants, ça se saurait. Ça se saurait. Donc, vous ne pouvez pas sortir de là. Et quand on vous présente maintenant cette réalité, on vous met ça devant vous, on vous dit que voici la réalité du Cameroun, voici la réalité de notre armée, voici la réalité de notre administration. Il faut dire que ceux qui vous présentent cette réalité-là sont des tribalistes. Malheureusement, oui, Ngassam qui présente cette réalité-là, il est Bamileke. Mais je ne suis pas ici en train de dire que, voilà, si je sortais des effectifs de Saint-Cyr tout à l'heure, et on voyait que 80% des étudiants de cette école étaient du Nord, le problème ne serait plus pareil. On ne serait pas là pour parler du tribalisme d'État. Mais quand vous voyez que 80%, 20 étudiants sur 25 sont bêtis,
Vous voulez qu'on en pense quoi? Ça, ce sont des chiffres. Je ne suis pas en train d'affabuler, je ne suis pas en train d'inventer. Je vous parle, je présentais, je sorti toute la liste. Je sorti de 2000 à 2020. J'ai les effectifs là de 1982 jusqu'à nos jours. Aucun nordiste n'y est. Aucun. Aucun. Voilà la réalité du Cameroun. Et on ne va pas me dire que les anglophones ne m'aident pas moi aussi d'aller à Saint-Cyr, puisque je dis que c'est un concours niveau bac. On a beaucoup d'anglophones qui sont dans la zone francophone. Mais aucun, jamais dans la vie, vous ne verrez un anglophone à Saint-Cyr. Jamais. À Tanganji, à Passai, il parle bien français. Il peut bien réussir le concours ici. Et quand vous allez même encore dans... voilà. Bon, je vous dire que cette réalité-là, il est temps que la majorité des Camerounais prennent conscience et qu'ils réalisent enfin qu'ils se font en permanence manipuler par les tenants du pouvoir dans le seul but de fragmenter la société camerounaise et avec pour conséquence que le pouvoir reste entre leurs mains. C'est ça. Donc, je ne sais pas, supplie que je sors de cela et puis je vois une photo de ce live-ci sur un site, de propagande et pour dire que voilà un suprématiste bamileke. Parce que moi, le bamileke, je suis venu dire que vous êtes des suprémacistes. Les suprémacistes, la suprématie veut dire que quoi? Nous sommes les plus forts, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus beaux, nous sommes les céciques. C'est ce qui se passe. Quand on a 20 étudiants sur 25 qui sont bêtis à l'école de militaire de Saint-Cyr, c'est pour dire quoi? Que c'est eux les meilleurs. Que c'est eux les meilleurs. Et on a contre nous ici, c'est que l'information, justement, les Camerounais ne l'ont pas. Quand Ekoumou fait cette propagande-là, jusqu'à ce qu'il reçoit défilé à l'ambassade, il appelle Canal 2, il appelle la CATV, ça passe partout au Cameroun. Tous les Camerounais, c'est que quand vous allez voir quelqu'un à Kolo Fata, avec Mbala Proté à la tête d'une unité militaire, va dire que oui, tu es méritant, tu es le plus fort, tu es le plus beau. Parce que la propagande a fait son travail en amont. Il y a ce travail de préparation, de manipulation de l'esprit pour nous faire accepter que ceux que nous voyons là devant nous sont les meilleurs. Et pourtant, la réalité en est tout autre. En est tout autre. Regardez aujourd'hui, si vous partez, vous prenez toutes les unités d'élite de l'armée camerounaise, que ce soit le bataillon spécial amphibie qui est basé à Tiko, que ce soit le bataillon de troupes aéroportées basé à Koutaba, que ce soit le BBR, le bataillon blindé de reconnaissance basé à Douala, tout ça, il est entre les mains des gens comme Bala Proté. Voilà ce que le gouvernement veut. Ce gouvernement-là veut nous amener à accepter que si les Bala Proté sont à la tête de ces régiments-là, c'est eux les meilleurs. C'est parce qu'ils sont les meilleurs. Voilà ce qu'ils sont en train de vouloir nous démontrer aujourd'hui. Voilà, c'est essentiellement le but de cette manipulation-là. Et quand je vois Eric Koutou, bien c'est Koutou, je ne sais pas trop, sur la page en train de défendre ces incongruités, je dis, ben, je sais qu'il n'est pas naïf, c'est pour ça que je peux le traiter de menteur. Il a reçu les fiches de l'ambassade, et c'est, vous savez, ces fiches-là qui travaillent. En son temps, parce que tous les 20 mai, on passait toujours à l'ambassade, c'est là où on paradait, la CATV venait nous filmer. On avait toujours là. On connaissait parmi nous qui était major, qui était ceci, la réalité de cette école. Ce n'est pas la première fois qu'il y ait un Camerounais qui soit premier parmi les... je ne veux pas dire parmi les derniers, mais parmi les Africains. Une fois de plus, comme je l'ai écrit, quel est le mérite de dire qu'on est premier parmi les Tchadiens? On a Tchadiens, Centrafricains, Congolais, Gabonais, ceci, et puis on vient dire qu'on est premier. Ça devait être quelque chose de tellement banal et de tellement... voilà, c'est minable. C'est minable. Bon, c'est vrai que si on a un bac tchadien, on peut obtenir son bac au Tchad, on va assis, on devient premier. On a de quoi célébrer. Ah oui, je croyais que j'étais un raté
de la vie et tout, académiquement, je ne pouvais rien. Mais malgré mon bac tchadien, je suis premier. Bon. Qu'est-ce qui m'échappe? Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Prenez le commandement de la brigade du quartier général. Vous prenez le commandement du... bon, la garde présidentielle, hein, on accepte que c'est pour eux. C'est une véritable milice tribale. Je ne veux même pas... quand on parle de milice tribale, dans mon esprit, c'est la garde présidentielle. Essentiellement tribale. Ça, c'est de la tête jusqu'aux pieds. Le seul, de la tête jusqu'aux pieds, c'est essentiellement le village. Vous prenez la brigade du quartier général, vous prenez le commandement de la première région militaire, vous prenez le commandement de la deuxième région militaire, c'est basé à Douala, vous prenez le commandement de... Voilà. Quel commandement leur échappe? Quel commandement leur échappe? Et à la fin, c'est les gens comme moi qu'on vient traiter d'ethno-fascistes. C'est moi qu'on va venir traiter d'ethno-fascistes. Parce que je vais venir leur dire que ce que vous faites n'est pas bien. Ce tribalisme d'État que vous entretenez est nuisible pour la cohésion même et la vie et l'existence même de ces pays-là. C'est nuisible. Et on le fait. Ce n'est pas dans les schémas d'esprit, ce n'est pas en inventant, c'est en vous présentant les faits. C'est en vous présentant, je vous dis, voilà ça. Voilà. Tous ceux avec qui je suis sorti de cette école en 2004, bon, moi j'ai pris, je me suis éloigné de l'armée, mais ils sont la garde présidentielle. Ils sont la garde présidentielle. L'autre qui n'y est pas, c'est Noumedem Francis, qui, voilà, c'est quelqu'un qui a intégré cette école à l'âge de 18 ans. Il a intégré l'école à l'âge de 18 ans. Et donc, il sort de là à 21 ans, 22 ans. Voilà, c'est quand même jeune. Mais il a pris quoi comme spécialité? Service des essences. Pour aller vendre, pour distribuer les essences. Pour vendre les essences au pays. Voilà à peu près, voilà nos réalités au pays. Et c'est pour ça que nous sommes là devant pour leur dire que, même si je suis la dernière personne à le faire, je continue, tu vas leur dire, ce que vous faites est mauvais, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux pour la cohésion dans ces pays. C'est dangereux pour l'équilibre de ces pays. C'est dangereux pour l'existence de ces pays-là. Et comme vous avez avec vous les moyens de l'État, les moyens de propagande de l'État, vous pouvez fabriquer un ennemi imaginaire que vous allez brandir aux autres tribus camerounaises que voilà votre ennemi, c'est le Bamileke. C'est le Bamileke. C'est à cause de lui que tout va mal dans ce pays-ci. Et justement, c'est animé par qui? C'est animé par la CIA TV, c'est animé par Vision 4, c'est animé par les BB News, c'est animé par les Eric Couto de Canal 2, c'est animé par... Ils ont les moyens de leur propagande. Mais nous, même si ce n'est que cette petite espace de liberté si que Facebook nous accorde, nous serons toujours là pour leur présenter la réalité du terrain. Que ce soit sur le plan militaire principalement, où je dis, je parle là-bas avec autorité, parce que mes camarades militaires qui servent, ils sont là, ils me regardent. Personne ne peut me porter la contradiction. Et même dans le plan de l'administration, parce que tout ça, c'est les domaines, c'est les champs connexes, les réalités sont pareilles. Les réalités sont pareilles. On a un pouvoir essentiellement et foncièrement tribal. Tous ces réflexes ne sont que des réflexes tribaux. Tout. On va vous dire, il n'y a aucun équilibre dans l'armée, aucun. J'ai suivi Semengue, il y a ça quelques années, dans une interview, cela soit dit en passant, interview sur la même chaîne Canal 2,
Puis on nous disait que l'armée camerounaise est représentative de la nation camerounaise. Il y a des gens de toutes les tribus. Ben oui, ça c'est dans la réalité, c'est vrai. Si on veut trouver un Banganté dans l'armée, on va trouver. Si on veut trouver un Baya dans l'armée camerounaise, on va trouver. Nous ne sommes pas là pour parler des phénomènes marginaux. Mais là où il a menti, c'est pour dire que les commandements dans l'armée se faisaient pour pouvoir tromper l'ennemi. Ils utilisaient différentes langues du Cameroun. C'est faux. Dans l'armée camerounaise, il y a une langue qu'on parle. C'est la langue que le président Paul Biya comprend. C'est la seule langue qui est tolérée, qui est admise au sein de cette armée. Regardez, vous avez tous vu ici. Mbangangele, le patron de la police, voilà les réalités. Quand vous voulez regarder les champs de cohésion dans l'armée camerounaise, c'est les champs Béti, c'est les champs de tradition Béti. Tu ne peux pas amener le Ben Sekim là-bas, ça passe, c'est impossible. Tu ne peux pas amener un rythme du Nord dans l'armée camerounaise, ça passe, c'est impossible. C'est les réalités de ce pays-là, c'est les réalités de l'armée camerounaise. C'est les réalités de l'armée camerounaise. Et quand on se met à le dénoncer, celui qui dénonce, il est ethnofasciste. Parce que, voilà, on a vite fait de projeter ce qu'on est sur autrui. Moi, je suis tribaliste, donc j'étais très tribaliste. Moi, je nomme rien que mes frères, les Béti Assomo, les Meka, je ne sais plus quoi, comment on appelle ceux qui a la gendarmerie, les Etoga, les Fouda, les Amougou, les Eba, je ne nomme que ce genre de personnes-là dans l'administration, dans l'armée. Et puis on va venir me dire que c'est moi le tribaliste. Bon, bref. Je vais m'arrêter là. Je crois que le message sur Saint-Cy est passé. Le message sur Saint-Cy est passé. Mbala Proté n'est pas major de Saint-Cy, n'est pas major de la 205e promotion de Saint-Cy. Mbala Proté est major de la promotion des Africains, de la section des crocos de Saint-Cy. Quand vous regardez le décret, vous allez voir, parmi les étrangers classés par, on ne classe même pas là-bas, on ne classe même pas par ordre de mérite, hein. On dit on classe par ordre alphabétique. So, vous allez voir son nom là-bas qui apparaît. Et ce n'est pas une première au Cameroun. Ce n'est pas une première. Je vous ai déjà donné un autre nom. Je vous ai donné un autre nom ici. Amougou Hassen. Nous sommes sortis la même année. Il était major des Africains. Allez demander à ses camarades qui s'en rappellent même. C'est un fait banal. Parce que être major des Africains ne confère aucun avantage. Il n'y a pas de simulation qui est faite pour que les Africains se tournent vers l'excellence. Ça ne rapporte rien. Parce que pour les Africains qui sont là-bas, c'est d'une manière, c'est pas la politique. Ils ont été sélectionnés par leur État pour intégrer cette école-là. Ils ont été préparés par leur État pour intégrer cette école. C'est pour cela que 4 Camerounais sur 5 qui vont à cette école-là sont du même aire géographique. Voilà la réalité de cette école. C'est pour cela que dans ce contexte, bah oui, je dis, il y a tellement à dire ici, là, et ce qui fait que, bon bref, je préfère m'arrêter là comme ça, là, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Je crois que maintenant vous êtes tous rassurés sur ce que j'ai dit sur mon post, sur la nature des reportages que vous voyez au Cameroun, que vous voyez à l'ambassade de France, l'ambassade du Cameroun à Paris, que vous voyez un peu partout. Ces titres pompeux, c'est juste de la propagande. C'est juste de la propagande. Bon. Essentiellement de la propagande. Il n'y a rien, ça ne repose sur aucun fait. C'est l'État tribal cherche désespérément à trouver les moyens de justification de sa politique tribale. Le 31 décembre 2020, voilà, fin de l'année dernière, fait inédit, Paul Biya, dans un discours de fin d'année, s'est mis à citer les noms des Camerounais les plus, qui faisaient la fierté du Cameroun à l'étranger.
Il nous a cité, ah oui, Biolay, qui a 22 ans, a eu un doctorat, je ne sais pas quoi, c'est fantastique. Et vous avez vu dernièrement, c'est quand nous, de la base, on a entrepris d'aller chasser bien à Genève. Celui à qui on est parti tendre le micro à premier pour dénoncer ça, c'était ce Biolay. Il est passé sur ACA TV pour dire que ce n'est pas ça. Lui, il fait partie de la diaspora méritante. Que ceux comme lui qui méritent ne s'adonnent pas à ce genre d'activité. C'est la racaille, c'est ceci. Voilà à peu près le conditionnement mental dans lequel Paul Bienvenu nous a menés. Que nous sommes des médiocres et eux, ils sont dans l'excellence. C'est pour ça qu'ils occupent tous les postes au Cameroun. C'est ça. Et c'est dans ce même schéma d'esprit que vous avez vu toutes ces campagnes autour de Mbala Proté. Exactement, c'est dans le même sillage. C'est dans le même sillage. Il faut pouvoir démontrer que s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont excellents, c'est parce qu'ils sont les meilleurs. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de tribalisme. C'est ça le truc. Donc, mes chers amis, je crois qu'on va se séparer là-dessus. C'est toujours comme ça, voilà, la garde présidentielle. C'est toujours comme ça en Afrique. La garde présidentielle est villageoise. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est comme ça dans les pays qui ont été colonisés par la France. Si vous allez au Tchad, c'est vraiment le village autour du président. Vous allez au Congo, c'est le village. Vous allez au Gabon, c'est le village. Vous allez au Cameroun, c'est le village. Mais une fois que vous sortez de cette cercle-là, vous allez au Nigeria, c'est pas pareil. Vous arrivez au Ghana, c'est pas pareil. Vous arrivez même à Madagascar, qui était une colonie africaine, française, c'est pas pareil. Dans les colonies, puisque c'est ça, quand on vous donne le pouvoir, on a donné le pouvoir à une tribu. Quand la France donne, c'est-à-dire la donne aux tribus. Et maintenant, les éléments de confiance qu'on peut utiliser pour pouvoir donner des responsabilités, ce n'est que la tribu. La tribu est un de ces éléments de confiance-là. C'est pour ça que quand vous allez, depuis 1982 jusqu'à nos jours, tous les commandements de la GPI, essentiellement, c'est même pas, c'est même la famille, parce que souvent quand on dit le village, on peut dire que c'est Boulou et Wondo, bon, bref, tout ce qu'on appelle la grande famille. Mais quand vous allez à la GP, c'est acquis que c'est Boulou. Bon, l'actuel, c'est vrai qu'il est Wondo, mais bon, c'est essentiellement Boulou. Voilà ce qu'on nous apprend. Maintenant, quand vous arrivez, on dit, ok, pour sa sécurité, tu ne peux pas avoir confiance à ta sécurité qu'à tes frères du village. Et c'est où tu te dis que, Haïfo de Sansio, il n'est pas du village. Mais il est quand même autour de ça. Quelle est la différence entre Atanganji et Tundi Soué? Il n'y a aucune différence, pardon. Aucune différence du tout. En termes de la barbarie qu'ils peuvent déployer pour pouvoir conserver leur position de pouvoir. Si bien nomme Atanganji, commandant de la GP dans son mode de fonctionnement ne changera pas du tout. Elle aura à sa tête quelqu'un qui est fidèle, parmi les fidèles, à la tyrannie. Il enlève, on peut me dire, Françoise Foning, il met là. Qu'est-ce que Françoise Foning n'a pas fait pour pouvoir, elle n'a pas massacré autour d'elle pour pouvoir arriver au niveau où elle est arrivée. Elle sera fidèle parmi les fidèles, elle fera exactement ce que les Amourous font aujourd'hui. Si vous enlevez, je dis, dans n'importe, quand vous voyez les gens qui volent les urnes dans les régions du Cameroun, ce n'est pas seulement au sud ou bien au centre que ça s'est fait. Dans toutes les régions, il y a des gens qui sont prêts à mourir pour bien. Ces personnes qui sont prêtes à mourir pour bien auraient pu bien intégrer la GP. Peuvent très bien intégrer la GP sans qu'au change, il n'ait rien perdu.
quand on regarde encore une fois de plus, je dis, dans toutes ces régions, vraiment, bon, ce que je voulais dire après cela, c'est que vous ne pouvez pas dire que vous formez une armée nationale, une armée qui est là pour défendre le pays. Et au sein même des hommes que vous avez déjà sélectionnés, parce que quand vous pour entrer dans l'armée, cela résulte dans certains processus. On dit que voilà, il faut qu'on accepte des gens qui soient prêts à se sacrifier pour défendre leur pays, des gens qui ont une certaine éthique, une certaine vision du pays à laquelle on peut leur faire facilement confiance. Mais vous prenez les gens de l'armée et puis parmi là, vous venez dire que ok, toi aussi tu ne pourras jamais être commandant de la garde présidentielle. Toi tu ne peux jamais être chef d'état-major des armées. Toi tu ne peux jamais être commandant de la région militaire. Toi tu ne peux jamais être chef d'une unité d'élite de l'armée camerounaise. Et vous dites que vous êtes en train de bâtir une nation. Vous êtes en train de préparer, de mettre sur place, mettre sur pied les conditions d'un autre Rwanda au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, vous dominez, vous avez tous ces moyens d'État-là. C'est exactement dans la même situation que Feu Abiyarimana était. Il avait tous ces moyens d'État qui lui permettaient de narguer et d'asseoir son autorité sur tout le reste des pays, y compris les Tutsis. C'est ce qui a donné le Rwanda. C'est ce qui a donné le Rwanda. Donc, et je le dis pour le déplorer aussi, il m'arrive de temps en temps à discuter avec les hauts gradés de l'armée camerounaise qui ne soient pas forcément de l'élite, de l'ère géographique, qui ne soient pas sociologiquement proches du président actuel. Ils sont arrivés par accepter aussi cette réalité-là, que c'est normal qu'eux, ils soient à la marge. C'est normal que ce niveau de responsabilité-ci retourne au village. Et la question qu'ils posent très souvent, c'est que si toi-même tu étais à la place, là, tu aurais fait comment? Voilà. Et c'est eux qui disent qu'ils veulent préserver une nation. C'est eux qui disent qu'ils sont en train de vouloir construire une nation. Quand on construit déjà des Bantoustans, on fait des Camerounais à part, des Camerounais réservés au sein même d'une nation. On est en train d'aller où là? J'ai dit, Paul Biya, c'est une calamité pour l'existence de ce pays-là. Et il est moins à peine même que nous, Camerounais, qui subissons cela, parce que Paul Biya, il fait exclusivement ce que la France lui a demandé de faire. Il rend service exclusivement à la France. Et à aucun autre maître. Il ne rend aucun compte aux Camerounais. Ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Il rend compte à la France. Et donc, comme dans cet exercice-là de dépendance vis-à-vis de la métropole, il y excelle, on lui a donc donné patte blanche de faire ce qu'il veut pour pouvoir contenir sa basse-cour. Et la France lui donne tous les moyens qu'il désire dans ce sens-là. C'est pour ça que je dis les chefs militaires camerounais, les postes de responsabilité qu'ils utilisent, ils sont, c'est vêtements. Ils sont, je dis, c'est la France qui apprécie. Donc voilà, quand on veut nommer, vous allez au ministère de la Défense aujourd'hui au Cameroun, mais même à la présidence, vous allez voir ce qu'on va appeler les coopérants militaires. Vous allez voir un blanc avec la tenue de l'armée de l'air, vous allez voir un blanc avec la tenue de l'armée de terre, de la gendarmerie. C'est eux qui sont là pour apprécier, ceux qui sont aptes à pouvoir occuper certains postes de responsabilité. Et c'est eux qui favorisent cette vision tribale de l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, quand vous voyez Atonfak à la tête de la division de communication de l'armée, il y est là-bas parce que la France est venue lui dire que bon, le poste est ouvert, est-ce que ça t'intéresse? Il a dit oui, je vais y aller. Et puis on l'a nommé. C'est la France qui a fait des consultations pour ce poste. Pour ne me limiter qu'à ce poste-là que je connais.
pour le compte de l'État du Cameroun. C'est la France, le coopérant militaire français, qui a fait la sélection. Et je vous ai déjà parlé de mon cas particulier ici. J'ai dit, quand moi j'allais dans cette école-là, le colonel de Pamplonne à l'ambassade de France à Yaoundé, il était chef, il était responsable du attaché de défense de Paris à Yaoundé. Donc quand on va aller, c'est justement là-bas à l'ambassade qu'on va aller prendre le visa, mais nous, on nous envoie au niveau des services militaires. Donc pour ça que j'arrive là-bas, je me présente à lui, j'explique, je lui fais un petit état de mon parcours. Bon, c'est là où je lui ai dit que je sortais de Polytechnique et que bon voilà, ma scolarité est finie, je vais intégrer l'école militaire interne aux écoles de Saint-Cyr-Côte-Quidan. Il me salue, voilà, chaleureusement, il me dit superbe et tout. Voici ma carte de visite. Si tu as besoin de n'importe quoi, fais-moi signe. J'ai cru que c'était une blague. Et quand j'arrive à cette école-là, je vous dis, hein, comme je savais que pour moi, l'armée camerounaise, c'était fini. Sans pédantisme aucun, pour me commander, il faut avoir un certain mérite, quoi. Pour me commander, oui, ça prend un certain mérite. J'arrive donc, maintenant on veut faire le choix des armes. C'est à la fin de la scolarité, comme je vous expliquais tantôt, les Français, le choix des armes est basé sur leur classement. Pour les Africains, ça vient du pays. Mais il y a une fiche que chacun doit pouvoir remplir où il exprime ses besoins, ses desiderata. J'aimerais bien faire ça. Premier choix, c'est tel. Deuxième choix, c'est tant. Et troisième choix, c'est ceci. Et comme j'étais à l'école avec les gens du village, qui voulaient me démontrer qu'ils étaient, que le pays, c'était entre la main. Enfin, moi, j'en riais. Chaque fois que je les voyais, je pouffais de rire. Bah, pour eux, et puis si vous voulez aller à la gendarmerie. Moi, intérieurement, je savais que l'armée, moi, c'était fini. Donc, le choix de l'arme m'intéressait peu. C'était le cadet de mes soucis. Donc, de temps en temps, ils venaient me sonder là. Toi, tu vas faire quoi comme arme? Tu vas faire quoi comme ceci? Je dis non, prenez la gendarmerie, prenez. Je ne veux pas me battre avec vous. Et puis, ils ont poussé le défi un peu jusque... Ils m'ont un peu, je vais dire quoi, ils m'ont titillé. C'est eux qui décident, c'est eux qui vont, voilà, c'est eux qui vont... leur âme, ce qu'ils vont choisir, là, c'est ce qu'ils vont faire. C'est où j'ai écrit, j'ai mis sur ma fiche, premier choix, moi, Ngassam, mon premier choix, c'est gendarmerie. Je vais aller à la gendarmerie. Je leur ai dit que moi, Ngassam, je ne suis rien dans l'élite tribale au Cameroun, mais je vais aller à la gendarmerie. Ma fiche est partie au Cameroun, c'est revenu, signé par le colonel Bidjo, qui était du village, DRH en cette époque-là. Ngassam va à la gendarmerie. Et pourquoi? Juste parce que, par défi, j'ai contacté le colonel Pampelune. J'ai dit, mon colonel, nous sommes à la période de choix des armes. C'est moi qui vous ai rencontré, vous m'avez remis votre carte de visite et tout. J'aimerais faire telle arme, je veux faire la gendarmerie. C'est passé comme ça, c'est revenu depuis Yaoundé, Ngassam, gendarmerie. C'est dit, c'est la France qui est la source de tous nos problèmes. Toute la source de tous nos problèmes. Et ils ont trouvé dans l'élite actuelle, Paul Biya, la personne idéale pour pouvoir consolider cette domination-là. Donc, quand nous dénonçons, nous allons au-delà des hommes, nous allons au-delà des réalités locales pour dire qu'en fait, c'est la France ici là qui nous intéresse. C'est la France qui nous cause tous ces problèmes au Cameroun. C'est pour ça que nous sommes légitimes de nous lever pour marcher à Paris. Nous sommes légitimes de nous lever marcher à Genève. Parce que c'est de là que viennent tous nos problèmes. Nulle part ailleurs. Si la France voulait que le Cameroun se portât mieux, le Cameroun serait mieux aujourd'hui. Mais elle a besoin, la culture de la médiocrité l'intéresse parce que on ne peut pas s'émanciper de la domination. On ne peut pas s'émanciper avec la qualité des hommes qu'elle nous donne, qu'elle forme pour notre compte. Voilà donc
de mon point de vue, ce qui est le mal camerounais. Ce que nous dénonçons aujourd'hui comme tribalisme n'a pas été créé, conçu par les tenants du pouvoir actuel. Ça a été conçu par les Français et ils ont donné l'implémentation, ils ont confié l'implémentation de cette vision-là à des potentats locaux qui sont bien aujourd'hui, qui gèrent le Cameroun dans le schéma que la France avait conçu. Essentiellement. Donc, pour ceux que Mbala Proté impressionne, continuez à être impressionnés. Pour les gens comme moi, qui sont du site, qui connaissons la réalité du terrain, on dit que c'est un épiphénomène. C'est un coup d'épée dans l'eau qui a été frappé par le pouvoir tribal de Yaoundé. Le tribalisme d'État, nous ne le découvrons pas aujourd'hui. Nous savons comment ils fonctionnent. Nous connaissons leurs méthodes. Et leur schéma de pensée est très facilement lisible. C'est donc ça. Bon, on va y aller. Je replying to... ok. Oui, bonsoir Floriane. Ok, je crois qu'on a fait... J'ai fait le tour. J'étais plus long que je l'avais souhaité moi-même. Une fois de plus, je dirais à Mbala Proté qu'il a du mérite. Il a du mérite. Cette formation militaire-là, je suis passé. Elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Je suis sorti en ayant fait cette formation militaire, parce qu'on nous forme essentiellement en technique de combat. J'ai commencé à avoir un autre regard sur les chefs militaires. Quand je parle des chefs militaires, je ne parle pas des chefs militaires camerounais, parce qu'ils n'ont aucun, ils sont cancres, c'est des nuls, c'est zéro. Quand j'arrive aujourd'hui, je vois une manœuvre militaire conçue par quelqu'un de ces pays membres de l'OTAN là, le français, l'américain, ça avait beaucoup d'admiration. Ça avait beaucoup d'admiration. Parce que la stratégie là de la guerre, c'est pas donné. C'est pas donné. Bon, si j'avais pour vocation d'être dans l'armée, je me serais donné vraiment tous les moyens pour pouvoir maîtriser cela, pour pouvoir maîtriser ces outils. Je dis, ce n'est pas la portée du premier venu. Vraiment, il ne faut pas voir, quand on voit une manœuvre, on va dire, ok, on va aller attraper Osama Ben Laden. Les gens croient que c'est un jeu vidéo, mais ça prend des nuits de préparation. Ça prend une extrême coordination, ça prend une extrême intelligence. Il faut penser tout, il faut veiller sur tout, il faut tout préparer. Il n'y a pas d'improvisation. Parce qu'un vrai chef militaire, une mission, la mission, elle est réussie, pas parce qu'on aurait tué Osama Ben Laden, c'est parce qu'on a tué Osama Ben Laden sans aucune perte de notre côté, sans aucune perte amie. Quand j'envoie des hommes, c'est pas pour qu'ils aillent mourir. Et c'est le général Patton qui l'a tout dit. Il a bien résumé. Et c'est la doctrine d'emploi des véritables chefs militaires aujourd'hui. Ils disent que le général Patton a dit le bon patriote, le bon soldat, ce n'est pas celui qui est prêt à mourir par amour pour son pays. Lui, c'est un mauvais soldat. Si on voit quelqu'un qui dit que voilà, non, je suis dans l'armée parce que je veux mourir pour mon pays, non, tu es mauvais, tu es mauvais. Voilà la philosophie de Patton. Patton a dit que le bon soldat, c'est celui qui fait en sorte que son ennemi meurt pour amour pour son pays. Et c'est comme ça, voilà les chefs militaires occidentaux. Ils ont des doctrines, ils ont des manières de voir, ils appréhendent. Ils y vont par conviction, ils y vont avec une certaine vision. Mais nous, on récite ce que le blanc nous a dit.
Je suis un bon soldat parce que je suis prêt à mourir pour le Cameroun. Tu es un mauvais soldat. Je suis un bon soldat parce que j'ai tué. Parce que, voilà, j'ai tué. Je suis parti. J'ai pris la femme du voisin. J'ai fait ceci. Je suis fort. J'ai l'âme. Je peux. Et comme ils savent encore bien le justifier, il n'y a que l'État qui a le monopole de la violence. Non, l'État n'a pas le monopole de la violence. L'État protège. L'État est là pour protéger. Et un militaire n'a pas pour vocation d'être un bourreau pour son peuple. Parce qu'il sait que c'est le peuple qui lui donne ces armes-là, c'est le peuple qui lui donne ses moyens. Voilà la doctrine dans laquelle les chefs militaires occidentaux sont formés. Vous allez entendre tous les jours, il y a eu bavure en Irak. Oui, c'est en Irak, mais ce n'est pas aux États-Unis. Il y a eu bavure en Centrafrique. Oui, c'est en Centrafrique, mais pas en France. Parce qu'ils ont du respect, un respect infini pour le peuple qui les met en mission. C'est pour ça que quand ils reviennent en Irak, ils sont célébrés en héros. Quand vous passez dans un aéroport aux États-Unis, le militaire arrive, dès qu'il a la tenue, on se lève. On se lève, d'autres applaudissent. D'autres applaudissent. Ils ont un respect infini pour leur population. Et c'est aussi comme ça que leur population leur donne en retour un respect infini. Au Cameroun, regardez autour de vous. Quel est le militaire qui a une certaine éthique de l'armée? Vous pouvez regarder comme ça, vous dites que oui, celui-ci c'est un vrai militaire. La conception du vrai militaire au Cameroun, c'est celui qui détruit tout sur son passage. C'est celui qui ne respecte rien. C'est celui qui peut, voilà, il peut se mettre au milieu de la rue, il bagarre avec 5 personnes en même temps. Il violente son peuple. Pour un oui ou non, vous avez vu un quai, par tout un colonel, Fridolin Quai, tout un colonel qui convoque un universitaire à la CENIL. Vous avez tout un colonel qui occupe un poste de choix dans l'administration militaire camerounaise, qui est avant tout la sécurité militaire. Vous avez écouté son langage, le langage qui tient quand il discute avec un de ses compatriotes. Et c'est eux, ils sont sortis de Saint-Cyr, ils sont sortis des plus grandes écoles du monde. Voilà leur manière de voir. Voilà leur manière de voir. C'est-à-dire qu'ils ont été formés pour être des bourreaux des populations qui disent défendre. Ils ont été formés pour prendre la place des colons. Parce que Mbamkwi se comporte exactement comme le Renault, bien Leclerc l'aurait fait vis-à-vis d'un autre Camerounais, avec le même mépris, avec le même schéma mental, avec la même violence, avec la même haine. Ils n'en ont que foutre. Ils n'en ont que foutre. Je dis encore, quand on parle de l'armée, en termes scientifiques, en termes de respectabilité et d'honneur, je suis désolé, il faut voir comment est-ce que ça se passe en Occident. Il faut voir comment ça se passe en Occident. Mais quand nous on entrait dans nos cours d'éthique, parce que c'est, je ne sais pas si beaucoup de gens le font, quand nous on allait dans nos cours d'éthique aux écoles de Saint-Cyr, justement la première fois qu'on est entré, c'était cette vidéo de Patton qu'on nous présentait. C'est quoi être militaire? C'est quoi être militaire? Avant d'entrer dans cette salle-là, vous avez déjà eu des exercices longtemps. Vous étiez là pour en parler. Vous avez des exercices pendant longtemps. C'est quoi l'éthique? C'est quoi être militaire? C'est quoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, quand on demande parmi la 80aine de personnes qui me suivent aujourd'hui, c'est quoi un militaire? Qu'est-ce qui fait la spécificité d'un militaire? C'est quoi militaire? Personne ne saura. Oui, salut Boris.
C'est quoi être militaire? Qu'est-ce qui fonde votre engagement dans l'armée? C'est des exercices, voilà les exercices d'éthique. Voilà les exercices, comment est-ce que on prépare le militaire pas camerounais, français. Je le dis parce que j'ai été formé avec eux. C'est de longs exercices. Ça ne se fait pas à la légère. C'est de longs exercices. C'est des moments de solitude. Tu as une feuille blanche avec un stylo. Tu dois parler du sens de ton engagement. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'engager dans l'armée? C'était déjà difficile pour les Français, mais pour nous, Africains, moi particulièrement, c'était encore 2 fois plus difficile. En fin de compte, je me suis engagé dans l'armée camerounaise. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'ai cherché le travail? Est-ce que c'est parce que j'étais porté par l'uniforme? Est-ce que c'est parce que je veux défendre le Cameroun? Est-ce que c'est parce que je veux défendre Bia? Est-ce que c'est parce que je veux porter l'honneur de Banganté sur mes épaules? Est-ce que je vous dis encore, quand on passe par ces exercices-là, quand on s'y consacre vraiment, quand l'armée n'est pas pour vous, comme pour moi, on dépose tout de suite. Parce que quand je regardais tout ce qui pouvait fonder mon engagement dans l'armée camerounaise, je n'avais aucun repère. Aucun. Mon camarade français peut juste s'appuyer sur le général Leclerc. Il te parle de général Leclerc et ça suffit pour stimuler son engagement. Toi, Camerounais, tu t'es engagé pourquoi? Pour défendre quoi? Le Cameroun, c'est quoi le Cameroun? C'est pour défendre quoi? La République, c'est quoi la République? C'est pour défendre les institutions. C'est quoi les institutions? C'est les CAM? C'est les gens qui partent voler les unes? C'est les gens, tu vas aller à la tête des militaires qui vont attraper les opposants, les fouetter, en leur disant, répète avec moi, mon CEP dépasse ton bac. C'est ça l'armée? C'est ça l'armée? Non. Donc quand on sort de là, je dis, on est troublé pour celui qui a vraiment fait, salut Julio, pour celui qui a vraiment fait son exercice d'éthique militaire à Saint-Cyr, pas juste pour la formalité, celui qui est vraiment entré dans la profondeur de ces exercices d'éthique, quand il sort de là, il est troublé. Il est troublé. S'il veut sincèrement répondre à la question sur le sens de son engagement, il n'a que 2 options. Soit il quitte, comme moi je suis quitté, soit il rentre en se disant qu'il sera le modèle, il va aller transformer son pays. Mais pour nous, non. Je suis entré dans l'armée, voilà, je veux réciter ce que j'ai vu dans les livres, ce qu'on m'a dit, je veux défendre mon pays. Ben non, comment ça tu défends ton pays? En quoi faisant? Tu défends ton pays en quoi faisant? Explique-nous. Ton pays a quel problème? C'est quoi ton pays? Les frontières de ce Cameroun-là, tu les connais où? 475 000 km², ça sort d'où? Ça sort d'où? Donc, du coup, je dis, c'est des trucs qui préparent, qui tournent l'esprit et qui traumatisent. Pour quelqu'un qui est pris de liberté, pour un défenseur de liberté comme moi, ça m'a beaucoup traumatisé. Ça m'a beaucoup traumatisé, ces exercices d'éthique. C'est-à-dire que déjà, l'armée telle que je la connaissais au Cameroun ne m'exprimait que de dégoût. Et quand je suis arrivé, encore aux écoles de Saint-Cyr avec mes exercices d'éthique, ça a conforté mon idée de... ça m'a conforté dans cette position de dégoût-là. Ça m'a conforté dans cette position de dégoût parce que j'ai en face de moi. Quand on faisait l'exercice de restitution de nos séances d'éthique, l'exercice de restitution,
on va voir le chef militaire qui est là, le commandant de section, l'instructeur. Et vraiment, c'est un format libre. Hein. Vous êtes autour d'une même table. C'est pas que c'est des élèves et puis le prof devant nous. C'est pas petit groupe de 4-5. On vous parle dans votre intimité. Vous allez voir comment le français va rentrer dans l'histoire. Vous parlez du sens de son engagement. Et il va vous parler, et dans ces éléments historiques qui le rendent fier et qui lui donnent l'envie de perpétuer cette tradition française-là, il y a l'esprit de domination. Il y a le fait que la France est une puissance coloniale qui lui tient à cœur. Et il le dit avec toi dans la salle. Il s'en fout de toi. Tu es là-bas, c'est encore beaucoup plus méprisant. Et plus il te méprise, plus il est content. Plus il est sûr qu'il a réussi, il est sur le bon chemin. Si la France n'était pas grande, la grandeur de la France, si la France n'était pas grande, toi, Ngassam, tu ne serais pas dans cette salle-ci avec lui. Et donc, plus il le fait, plus il a les raisons d'être fier de ce passé colonial-là, moins j'ai des raisons. Je dis que moins j'ai des raisons d'être fier d'appartenir à cette entité coloniale qui a été créée par lui. C'est où je me dis qu'il faut tout renverser la table. Qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous ici? Non, bref. Donc, vous avez des gens qui sont préparés pour être les sauveurs de leur peuple, de leur nation. Et à côté d'eux, ils ont le contingent africain qui sont tout au plus préparés à être le sauveur de leur famille, mais plus les protecteurs du pouvoir que le colon leur a donné. C'est ça qui fonde l'engagement. C'est ça qui fonde l'engagement. Donc, je ne sais pas, j'ai tellement à dire sur ce sujet-ci que je peux y rester toute la journée. Je ne crois pas que, je ne sais pas si c'est intéressant pour tous. Mais je dis, celui qui sort de ces écoles-là avec une certaine fierté, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. C'est quelqu'un qui est allé pour satisfaire le contingent du village. On ne peut sortir de là étant fier que si on est convaincu de l'idée de domination et qu'on est convaincu de l'idée que le blanc a fait de nous le peuple élu pour gérer ce bout des territoires de l'Afrique qu'on appelle par exemple le Cameroun. C'est pour ça qu'on peut rentrer tellement fier, heureux, et on commence maintenant le travail de domination. On a dit que du mépris pour ses concitoyens. Exemple, Mbamkoui, pour ne pas le citer une deuxième fois. On ne peut que, voilà, on a la gâchette facile. On peut raser les villages, comme on en a vu en Gabou. On peut, je dis, il n'y a absolument rien. Absolument rien. Quand on regarde, quand le peuple camerounais nous perçoit, tout le monde va avoir son ami militaire. Tout le monde. Parce que si j'ai un problème au quartier, je m'en vais chercher mon ami militaire, il va venir régler. Voilà la perception. Voilà la perception du militaire au Cameroun. Vraiment la perception du militaire. Tout. Si quelqu'un, je dis, si vous voyez quelqu'un, je ne sais pas si on fait des exercices d'éthique à l'ennemi au Cameroun, mais si vous voyez quelqu'un qui vous a dit qu'il a fait l'éthique militaire et qu'il a pu définir pourquoi est-ce qu'il s'est engagé dans l'armée camerounaise, autrement que pour des raisons, alimentaires ou bien tribales, je suis curieux de voir. Je suis curieux de savoir ce qu'il a écrit. De savoir ce qu'il a écrit. Bon, maintenant, quand on dit, je posais la question ici, c'est là où on va finir. On va finir ici.
c'est toujours dans notre exercice d'éthique militaire. Qu'est-ce qui fait un militaire? C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on est militaire? Je vous ai déjà parlé du général Patton, de la doctrine d'emploi, de l'utilisation des hommes, de la formation même. Parce que oui, ça en tâche quand on a une doctrine, ça a des implications sur la formation. Quelle est la doctrine d'emploi militaire camerounaise? Non, c'est défense des institutions. Défense des institutions. Oui, défense des institutions, c'est défendre le président, c'est celui qui est en place. Voilà tout le sens de l'engagement dans l'armée camerounaise. Deuxième truc que je voulais dire ici, là, c'est quoi être militaire pour ceux qui nous comprennent, pour ceux qui sont en train de me suivre actuellement. Oui, c'est mourir pour son pays, non, c'est pas mourir pour son pays. Quand il y a, je vais dire quoi, même le médecin, hein, il meurt pour son pays. C'est défendre son pays. Tout le monde à son niveau défend son pays. Tout le monde à son niveau. C'est défendre les institutions. Tout le monde, même les camps défendent les institutions. C'est... Je dis que quoi? Si ce n'est que ces petits clichés-là, c'est ce que tout le monde fait. On n'a pas besoin d'être en tenue pour être militaire. On n'a pas besoin d'être en tenue pour dire qu'on va défendre son pays. Et nous le faisons déjà de manière intuitive parce que nous savons ce que c'est que la propriété. Nous savons ce que c'est que la propriété. Quand on a notre domicile, pour rien au monde, on accepte que personne vienne nous violer. C'est la même chose qui se transpose à une échelle beaucoup plus grande qui est l'État. Quand on est un pays, on fait tout pour le défendre. Quand on a une maison, on fait tout pour la défendre. Donc, l'idée même de la défense de la propriété n'est pas quelque chose de spécifiquement militaire. Pas du tout. Pas du tout, il ne faut pas être militaire pour avoir l'exclusivité de cette fonction-là. Oui, oui, tu es sur le chemin à Lucados. Donc, qu'est-ce qui fait en fin de compte un militaire? Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui fait? Parce que si tu ne peux pas répondre à cette question-là, il te sera difficile de pouvoir trouver des fondements éthiques à ton engagement. Pas du tout, c'est pas ça. C'est, en fin de compte, l'armée, c'est que le militaire, ce qui fait sa spécificité, ce qui fait de lui un être spécial dans un pays, dans un pays ou bien dans une nation, c'est le rapport avec la mort. C'est le rapport avec la mort. Nous avons tous instinctivement un instinct. Je dis que instinctivement, nous sommes portés vers la survie. On évite la mort, on protège, on se protège, on veut éviter la mort. Je dis que ce qui fait la spécificité de l'homme militaire, du métier militaire, ce qui fait que tu dois avoir ça en esprit quand tu peux t'engager dans l'armée camerounaise, dans une armée, c'est le rapport avec la mort. C'est le rapport avec la mort. Et quel est ce rapport avec la mort? Le militaire n'est militaire que parce qu'il a la capacité, il lui a été conféré à lui et à lui seul dans un état, la capacité de donner la mort ou de la recevoir. De donner la mort ou de la recevoir. Mais chez nous ici, voilà ce qui fait la spécificité du militaire. C'est ça qui fait qu'il dit que je suis un militaire. Quand un militaire mort au front, il n'y a plus... Ouais, c'est normal, il n'y a pas d'enquête de gendarmerie, ça fait partie, c'est clair. Mais autrement dit, toute autre mort, quand quelqu'un meurt dans un pays, au Cameroun, au Tchad, en France, machin, on doit légalement faire une enquête pour pouvoir déterminer les causes de cette mort. Militaire qui est mort au front, ça fait partie de son métier, c'est normal. On lui donne sa médaille. Donc, je dis ce rapport avec la mort là, la capacité de donner et de recevoir la mort, c'est ça qui fait le militaire. C'est pour ça que quand vous avez vu que Wandi était condamné à mort, qu'est-ce qui exécute? Quels sont les gens qui exécutent la sentence de condamnation à mort? Contrairement aux États-Unis ou bien... C'est les gendarmes qui sont militaires déjà. Il n'y a que le gendarme qui peut tuer légalement.
Il n'y a qu'un militaire pour tuer légalement. Voilà. Mais dans nos rapports, dans nos transpositions africaines de cette réalité militaire-là, oui, le militaire, qu'est-ce que le militaire camerounais aujourd'hui? Son rapport avec la mort, c'est quoi? C'est donner la mort, c'est s'aimer la mort autour de lui. Tuer. Tuer. Tuer ceux que lui, il aura désigné comme ennemi. Cet ennemi-là, c'est qui? C'est sincèrement, ça varie au jour le jour, au gré de ses émotions, au gré de ses humeurs. Il n'est que là pour s'aimer la mort, pour s'aimer la violence, s'aimer la terreur. Voilà le sens de l'engagement de l'armée camerounaise aujourd'hui, de tous ceux qui sont dans l'armée camerounaise aujourd'hui. C'est ça, c'est s'aimer la mort autour d'eux. Et c'est eux, c'est ces gens-là qui sortent major à Saint-Cyr. C'est ces gens-là qui sortent major à Saint-Cyr. C'est pour ça qu'on peut brûler un grabou. On s'en va à l'extrême nord. On tue femmes et bébés. On les fusille. On peut arriver dans les rues de Yaoundé et Douala. On poignarde. On va dans les... Vous voyez, dans les agences de voyage. On sort des couteaux pour tuer. On va partout. On est là, ne porté que par la violence. Voilà comment est-ce que... Voilà la définition du métier militaire qui nous a été donnée par le colon. Parce que dans sa conception, telle que le Cameroun a été conçu, et dans sa réalité, ce n'est pas un pays qui était appelé à avoir des ennemis extérieurs. Pas du tout. Amadou Danza avait dit que je respire le tribalisme. Quand je parlais des problèmes éthiques dans l'armée, il me dit que je respire le tribalisme. Bon, bref. Il dit, dans sa conception, telle que c'était les pays africains de la France, tels qu'ils ont été conçus, ils n'ont jamais été conçus pour avoir d'ennemis extérieurs. Le seul ennemi qu'ils pouvaient avoir, c'était les ennemis intérieurs, ceux qui combattaient le colon. Voilà pourquoi, voilà ce qui fonde l'existence de nos armées africaines. C'est combattre l'ennemi intérieur. C'est combattre ceux qui menacent le pouvoir. C'est combattre ceux qui contestent un pouvoir en place. C'est ça. C'est ça que Semengue peut passer à la télé, tellement fier de lui, que celui qui a tué content qu'il a coupé la tête des nationalistes camerounais. C'est lui qui a tué Wandi. C'est... Voilà. Très fier. Très fier. Donc, n'ayant pas eu... Étant été, comme je vous disais tantôt, l'ennemi extérieur n'étant pas possible, n'étant pas existant, et cela a été conforté par les éléments qui sont contenus dans la charte de l'Union africaine, dans la charte de l'OUA de l'époque et tout. Voilà. Nous, en tant que nation, on se contente des frontières que nous avons héritées de la colonisation. On se contente des frontières qui ont été héritées de la colonisation. Donc, le colon, il a fait une bonne chose. Chacun, dans sa petite portion de l'Afrique, il y reste. Il n'y a plus l'idée d'un ennemi extérieur. L'armée dont vient quoi? Parce qu'il y a eu toujours des nationalistes dans tous les pays africains. L'armée coloniale était là. Ça servait à deux buts, l'armée coloniale au début. C'était étendre leur possession coloniale et les protéger. Et quand on étendait, oui, bon, voilà, on pouvait faire la guerre avec d'autres puissances coloniales. Mais maintenant, en intérieur, qu'est-ce qui pouvait être les éléments qui nous empêchaient de pouvoir consolider notre expansion au point intérieur? C'était les ennemis, c'était les nationalistes. C'était les nationalistes. Et c'est donc comme ça là que, au moment de nos indépendances, quand on nous dit la possibilité d'expansion des frontières, elle est limitée, elle est pratiquement impossible du fait des résolutions contenues dans les chartes de l'Union africaine que nous avons signées et de ce que nous appelons, côte en côte,
la Charte des Nations Unies, il n'y a plus possibilité d'expansion territoriale. Donc, on ne peut avoir une armée qui a pour vocation que de combattre les ennemis intérieurs, les nationalistes. Les nationalistes. Et au fur du temps, l'idée du nationalisme ayant été plus ou moins, je vais dire quoi, inexistante, ça s'est transformé en quoi? C'est-à-dire que tous ceux qui contestent le pouvoir en place sont des ennemis. Sont des ennemis. Tous ceux qui sont contre l'ordre établi sont des ennemis. Et ils auront en face de l'armée coloniale, l'armée dont les dirigeants sont issus des écoles comme Saint-Cyr. Voilà ce qui fait que nous voyons tous les problèmes aujourd'hui au Cameroun. Ça ne s'inscrit que dans cette logique. Défendre l'ordre colonial, défendre le pouvoir, défendre un individu. Il n'y a pas d'idée de défense de la République. Parce que quand on défend la République comme si c'était ça la vocation de Bamkoui, il aurait pu comprendre qu'il devait avoir un peu d'égard vis-à-vis de Fridolanké. Il devait peut-être aussi autant injurieux et pour finir par une convocation à la CEMIL pour pouvoir lui démontrer qu'il est fort. Il n'en aurait pas besoin. Il n'en aurait pas besoin. Donc, je dis encore, il va falloir du chemin pour qu'on arrive à avoir une idée, pour qu'on arrive à avoir une armée véritablement nationale dans notre pays. Il faudrait que des gens comme Biya aient disparu. Bah ouais. Il faudrait que nous, Africains, nous, Camerounais, on se réapproprie le Cameroun. Il faudrait qu'on démagnétise le schéma mental de ceux qui sont dépositaires de la force au Cameroun. Leur dire que la spécificité qui est la tienne, qui est la leur, celle de donner ou de recevoir la mort, ce n'est pas donner la mort, c'est donner la mort à un ennemi qui est un ennemi de la nation. Ce n'est pas un ennemi désigné par un individu. Ce n'est pas un ennemi qui est désigné par nous-mêmes. Que mourir pour le Cameroun ne doit avoir véritablement le sens que on soit reconnu comme pupille, je dis comme héros de la nation. Vous voyez aujourd'hui, pour vous montrer à quel niveau il y a tellement de mépris même de l'appareil étatique, de l'État institutionnel vis-à-vis de ceux qui sont militaires aujourd'hui au Cameroun. Regardez. Vous avez déjà vu Biya ou dans quelle cérémonie venir rendre honneur aux morts de l'armée camerounaise. La seule fois de mémoire que je dis de mémoire, hein, j'étais encore bien jeune. Je dis que je me rappelle, je dis que quand je dis de mémoire ici, c'est ce que j'ai lu. La seule fois où je l'ai vu en train de rendre des honneurs aux morts, c'est ceux qui ont défendu, qui sont morts pour avoir défendu son pouvoir en 1984, lors du fameux coup d'État. Voilà, c'est l'idée que lui s'est fait du Cameroun, de ceux qui sont morts pour le Cameroun, c'est ceux qui sont morts pour lui. Bakassi, on a eu des morts. Boko Haram, on a eu des morts. Au nord-ouest, au sud-ouest, aujourd'hui, de son fait, on continue à avoir des morts. Mais jamais vous avez vu l'homme Biya venir décorer un mort, un militaire mort sur le terrain, qui serait mort pour le Cameroun. Il ne vous décorera que si vous êtes mort pour lui. Parce que le Cameroun, c'est lui en fait. Tant qu'il est en sécurité, le Cameroun est en sécurité. Tant qu'il est en paix, le Cameroun est en paix. C'est déjà ça qu'on suit tout le jour. Quand on nous dit que le Cameroun est en paix, il n'y a pas de guerre au Cameroun. Ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest, c'est tout sauf la guerre. Ce qui se passe à l'extrême nord, c'est tout sauf la guerre. Le Cameroun est un pays en paix parce que Paul Biya est en paix. Paul Biya, c'est le Cameroun. Tu meurs pour lui, oui, tu as droit à ses honneurs, il peut aller te décorer. Mais en dehors de ça, regardez, des blessés par centaines, par milliers, quand ils arrivent dans nos hôpitaux militaires, ils se soignent à leur propre fait.
C'est-à-dire que même s'ils ont une réduction, on va dire que voilà, ils peuvent avoir une réduction sur les soins de santé de l'ordre de 80% pour certains, mais il y a quand même toujours 20% qui subsistent, qui doivent payer de leur propre poche. Des gens qui sont allés, qui ont été blessés sur un terrain de guerre, sur un champ de guerre, pour le compte du Cameroun. C'est ça le truc. C'est ça nos réalités. Et ça ne choque personne. Nos amis, nos camarades militaires, ils acceptent ça comme ça. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc, chers amis, je vais m'arrêter là aujourd'hui. L'essentiel du discours est passé. C'était juste vous parler de la réalité des écoles militaires de Saint-Cyr. Vous parler de la qualité de formation qu'on a dans ces écoles-là. Et pour vous parler de la qualité des produits qui en sortent, surtout du côté africain. Et donc voilà, on a compris qu'il n'y a jamais eu de major de Saint-Cyr qui soit camerounais. Il n'y en a jamais eu. Ça n'a jamais existé. Et ça n'existera jamais. Ok. Donc, merci pour le temps que vous m'avez accordé une fois de plus aujourd'hui. Votre présence ici m'honore chaque fois. Et ça me donne envie. C'est vrai, quand je vous vois être scotché, être là devant me suivre, ça veut dire que ce que je dis vous édifie, ce que je dis vous intéresse. Et ça me met tout le temps au travail. Vous dire, ok, quels sont les thèmes, les sujets que je peux aborder pour continuer ici. Je ne fais jamais d'exercice de, comment on dit ça encore? Excusez pour mon anglais, je perds vraiment mon vocabulaire français, je ne sais pas. Ça va me revenir. Bon, en anglais, on dit entertainment. Donc, je ne fais pas d'exercice pour plaire, pour animer. Je ne fais pas d'exercice d'animation. Je dis, les sujets que je porte sont les sujets que je porte qui me portent à cœur, qui m'intéressent. Voilà. Si ça n'a pas d'intérêt, je n'en parle pas. Ça ne m'intéresse pas. Il faut d'abord que ça m'intéresse pour que je puisse en parler. Et comme je ne sais pas pour faire de l'animation, je suis d'abord moi-même convaincu que ce que je dis a du sens. C'est pour ça que je peux me lever pour venir en parler. Je suis convaincu que ce que je dis est dans le vrai. C'est pour ça que je suis devant vous pour pouvoir en parler. Pour pouvoir en parler. Et je dis, plus nous comprenons les enjeux, plus il est facile de se mobiliser pour ces enjeux-là. C'est pour ça que je suis devant vous. C'est pour ça que j'en parle. Ah oui, c'est spontané en plus. C'est ça, j'ai pas besoin d'exercices de préparation là-dessus parce que pour moi, c'est naturel, ça coule, ça va de soi. C'est pour ça que je peux aborder ce sujet-là. Je dis encore une fois de plus, sur tous les sujets, vous avez une question sur l'armée, si vous avez quelque chose qui vous paraît trop gros à croire, quelque chose qui vous paraît invraisemblable, vous avez des doutes là-dessus, vous me posez la question, je vous donnerai la bonne information. La bonne. Pas une information qui a été contrôlée, qui est venue de Yaoundé, pas la propagande, je vous dirai exactement ce qui est. Sur ce qui concerne l'armée camerounaise en tout cas. Vraiment, à tout moment, j'ai eu le privilège d'avoir été invité à une sortie de l'école de guerre à Paris. L'école de guerre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on est dans l'armée, il y a plusieurs stages qu'on fait, voilà, des stages de qualification qui vous permettent, qui vous offrent des possibilités dans l'armée. Ça peut être en termes d'avancement, de grade, ou bien même en termes de responsabilité, quel genre de poste que vous pouvez occuper. Donc voilà, je suis allé à cette école de guerre-là. J'étais invité par un ami
avec qui on échange régulièrement sur... on parlait des stratégies, on parlait de l'armée, même comme je l'ai surpris. On va parler de stratégie. On échange, on discute, on parle voilà, c'est quoi la stratégie? C'est quoi la stratégie? C'est quoi les enjeux? Pourquoi ceci a eu lieu à tel moment? D'un point de vue géopolitique, d'un point de vue militaire, pourquoi ça se passe ainsi? On en discute. Et moi, je n'ai pas fait cette école, mais lui me sait. Donc, quand il veut se sentir challengé, il va m'apporter un problème de géostratégie, on va discuter. Argument contre argument. Je suis allé là-bas, c'est vraiment une école, ouf, ce n'est plus, à ce niveau-là, c'est tous les pays du monde qui envoient des éléments à Paris pour cette école. Vraiment du Brésil, de l'Arabie Saoudite, de l'Argentine, de l'Australie. Cela soit dit en passant, si j'ai goûté le kangourou pour la première fois, c'était justement là-bas à cette école-là. Parce que à la fin de la scolarité, chaque pays doit voilà, un petit stand où il présente ses spécialités. C'est comme ça que mon ami m'a amené sur le stand australien où j'ai mangé du kangourou. Donc, je dis, de ma petite position, c'est que me mettre là au milieu de tout ce monde-là, parler de stratégie, parler du monde, c'est que de la réalité du monde, comme ça, être écouté, ça rend humble. Ça rend humble. Parce que quand tu parles, les gens ont un certain intérêt parce que ce que tu dis est intéressant. Tu présentes des angles de vue, des angles d'approche qui les échappaient. Ceci se passe ici parce que ceci est en train d'arriver. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais pratiquement régulièrement avec cet ami. C'est ce que j'ai fait quand je suis allé à l'école de stratégie, à l'école de guerre à Paris. Vraiment, je suis resté, bon, voilà, quelques jours là, pour assister cet ami-là. Donc, je dis, les équilibres, l'équilibre du monde, les enjeux, les ceci, l'armée, le pourquoi, le ceci, cela, c'est des choses qui m'ont toujours intéressé. Toujours, et qui continuent, ça continue à être un centre d'intérêt pour moi. Ça continue à être un centre d'intérêt pour moi. Donc, c'est pour ça que je dis, à tout moment, quelque question que ce soit, si quelqu'un a des soucis de compréhension, du fonctionnement de notre armée, du fonctionnement du rapport de force, principalement dans la zone Afrique francophone, sans excès, je peux apporter cette réponse. Je peux répondre à ces questions-là. Vraiment sans excès, en parlant de la réalité, en se contentant de ce qui est. Quand on parle du golfe de Guinée, c'est quoi? Quels sont les enjeux dans le golfe de Guinée? Quelles sont les puissances en rapport? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a Boko Haram? Pourquoi ça s'est fait ça? Pourquoi Paul Biya a fait ça? Pourquoi? Oui, on peut en parler. Ok. Doris Touyou, ok, il vient d'arriver. Banga Diaspora vient aussi d'arriver. C'est la fin de ma présentation. Mbala Prote n'est pas major de la 205e promotion de Saint-Cyr. C'est faux. Et Koumou Marius, ambassadeur du Cameroun à Paris, a menti. Ce mensonge a été véhiculé, propagé dans le monde entier par Eric Kouachou de Canal 2. Ils ont menti. Ce sont des menteurs. Ils font tous dans la propagande. Ils mentent. Ok? Ok? C'est faux. Si quelqu'un vous dit que vous avez appris ça, vous dites que c'est Ngassam Patrice qui vous l'a dit. Ngassam le dit, Mondio Vision, que c'est faux. Le major de la 205e promotion de l'école militaire spéciale de Saint-Cyr, c'est le lieutenant Émilion Renaud, et non pas Mbala Prote. Et non pas Mbala Prote. Voilà ce qui est vrai. Tant qu'ancien de l'école, je peux écrire à l'école, je dis que moi je suis en promotion lieutenant de Ferrière, je veux savoir qui est le major de promotion de telle année. On me répond. Donc voilà, c'était ça l'objet de mon live de ce jour. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Moi aussi, je vais retourner à mes occupations hebdomadaires du week-end et je vous souhaite
un excellent week-end. Merci pour votre attention. Au revoir.